lecture, alors qu'il nous vient d'Italie. Gianluigi Nicola est le président de l'association italienne Teilhard de Chardin. Et il a fait la route de Turin pour venir nous parler de la noosphère. Et sous un angle encore nouveau, vous voyez, moi, ce qui me frappe, c'est que, effectivement, la noosphère, comme elle englobe la planète, effectivement, on voit toutes ces dimensions qui apparaissent à travers ces sujets extrêmement variés, mais qui ne s'opposent pas, qui s'agrègent peut-être aussi à certains moments. Et il y a une autre dimension, c'est cette dimension, justement, de la pensée de Teilhard, qui traverse cette planète, qui traverse cette noosphère. C'est extraordinaire, un siècle après, on a des échos, grâce aussi à notre réseau Teilhard Monde, animé par Marianne Roger, des échos de la planète entière, qui nous disent à quel point, vraiment, cette vision de Teilhard leur parle, quelle que soit leur culture, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur formation. Tous ces chercheurs, finalement, c'est un peu le point commun, nous parlent de l'écho, de la résonance de la pensée de Teilhard aujourd'hui. Alors, Gianluigi Nicola va le prendre sous un angle qui est un peu différent de celui qu'on vient d'entendre, mais peut-être pas contradictoire non plus. Donc, le titre de la conférence est « La noosphère, axe porteur des sociétés numériques ». Alors, les sociétés numériques, ça c'est un fait, on est dedans. Bon, donc ça, mais un axe porteur de ces sociétés pourrait être cette noosphère. Donc, curieux d'entendre vraiment comment, Luigi, vous allez nous éclairer sur tout ça. Voilà. Bien, voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je précise simplement que vous avez une formation scientifique, biologiste, c'est ça. Et vous avez travaillé à l'université de Turin pendant des années. Bon, mais peut-être qu'au cours de la suite, vous pourrez nous préciser un peu plus le contenu de toutes ces recherches. Bien, merci. Bonjour à tous et merci de votre attention. Donc, il y avait une fois un vieux hibou perché sur une chaîne centenaire. Et plus il se taisait, et plus il savait. Et plus il savait, plus il se taisait. Cet hibou était au cœur d'une situation arcane, étrange, singulière. Néanmoins, la connaissance se forge dans le silence profond et les grandes contemplations. Car c'est seulement ainsi que l'on peut ressentir la diaphanie engendrée par l'esprit, qui nous traverse, nous transfigure et dépose en nous des fragments de savoir et de vérité, les authentiques, ni de terre, ni simplement terrestres. Aujourd'hui, cependant, bruit, couleur, mouvement, quantité, information, consommation. Quelle énergie nous dévorons et combien elle nous excite. Mais en réalité, dans ces circonstances impatientes et changeantes, le protagoniste est la teilhardienne énergie tangentielle, superficielle, ponctuelle, éphémère, toujours en perpétuel renouvellement. Pourtant, il n'est pas tout à fait ainsi. Il existe encore une autre approche, celle-ci largement pratiquée par Teilhard, qui vise la consistance. Ici, la consistance donne sens à la personne, celle qui vit avec difficulté, mais avec force d'âme, laissant de côté l'individu qui se contente d'exister. Elle construit l'étendue de l'intériorité, gardienne et génératrice d'énergie radiale et rayonnante. Cette énergie
bien plus chaleureuse que la froideur superficielle, si déprimante et embarrassante, car, comme le dit Emily Dickinson, si je n'avais jamais vu le soleil, j'aurais supporté l'ombre, mais la lumière a rendu mon désert encore plus aride. Oui, la connaissance consciente, le se rendre compte, donc aspirer à plus, qui se situe au-delà de la satiété rationnelle, car on n'est pas ce que l'on possède, ni ce que l'on sait. On est ce que l'on est. Et pour l'être, il est nécessaire de croître libre de soi-même, c'est-à-dire d'atteindre une pleine conscience de soi, sans fragmentation ni vide hostile, loin de la multiplicité psychique, mais plutôt une prémisse non seulement rationnelle pour franchir les seuils de l'au-delà de soi, là où la humaine capax Dei émerge et prend sa forme complète. Alors, pour le dire avec les mémoires de Carl Jung, dans cette atmosphère d'une légèreté inhabituelle, je contemplais des distances inimaginables. Oui, c'est lui est mon monde, pensais-je, le vrai monde, le monde secret, où il n'y a ni maître ni école, et où l'on peut être sans avoir rien à demander. Tout était très solennel. Je sentais que je devais garder le silence, car j'étais dans le monde de Dieu. S'épanouit s'épanouit la pleine possibilité d'une relation évolutive avec celui qui disait vouloir nous appeler amis et non plus serviteurs. Car là se relève cette entité mystique qui est l'expérience spirituelle conduite à travers une profonde maîtrise de soi, une profonde maîtrise de soi. Lorsque, dans une relation évolutive avec l'au-delà de Dieu, l'essence humaine intérieure atteint sa perfection suprême. Jung affirme encore que je ne peux me comprendre qu'en relation avec les événements antérieurs. Ce sont eux qui ont marqué ma vie. Les rêves et les fantasmes ont été pour moi le magma incandescent d'où naît en se cristallisant la pierre qu'il faut sculpter. Alors, une structure psychique profonde à construire, à façonner, une sphère personnelle arcane et singulière, pourtant immergée dans l'universel, une dimension irréductible, car infiniment plus vaste que les limites de la rationalité et des algorithmes. Une dimension incommunicable, mais qui, pour reprendre les mots de Teilhard, révèle toute sa force, l'énergie radiale d'une intériorité authentique et vitale. En effet, pour Wittgenstein, l'inexprimable est le véritable protagoniste. L'indicible est ce qu'il y a de plus important dans la vie humaine. Dès lors, c'est comme si ce qui, dans la vie,
ne peut être exprimé, constituer la toile de fond enchanteresse sur laquelle ce qui peut être partagé acquiert enfin son sens véritable. C'est cela la consistance. En bref, une qualité humaine potentielle et singulière se révèle sous la forme du mysticisme, que Teilhard définit comme le besoin, la chance, l'art de connaître et d'atteindre simultanément, et l'un à travers l'autre, l'universel et le spirituel, donc de devenir simultanément et de même geste un avec le tout. Par la libération de chaque multiplicité ou pesanteur matérielle, voilà plus profond que toute ambition de plaisir, de richesse, de pouvoir, le rêve essentiel de l'âme humaine. À cette sphère mystique est confié ce que nous ressentons profondément, mais que nous ne pouvons exprimer explicitement. Néanmoins, au plus profond de nous, dans l'intériorité rayonnante, naît la pensée que sur cette toile de fond indicible, précisément, se formalise alors à une conscience logique et donc rationnelle. Un ensemble dynamique de relations créatrices qui s'élèvent pour former un segment de réseau, un segment du réseau que Teilhard définit à juste titre comme la noosphère. La sphère terrestre de la connaissance et de la pensée. Comme chaque climat, comme chaque milieu culturel, mais leur substrat essentiel, la noosphère est le berceau des visions naissantes, la gardienne de toute théorie consolidée, le lieu des principes culturels et scientifiques qui nourrissent et soutiennent le savoir actuel, sédimenté par des siècles de recherche éclairée et intelligente. Comme le sens humain ainsi que son miroir, la noosphère dépasse le seul horizon rationnel et se présente comme ce contexte indispensable sans lequel est impossible l'émergence du nouveau, qui consiste à voir plus large, à étendre les horizons, à ouvrir des vies, des voies propices à l'épanouissement de la personne humaine. Il s'agit donc d'une question de sens d'une part, mais d'orientation d'autre part, car c'est là que réside le conflit entre le savoir pour gagner en puissance et le savoir, comme le soulignait Teilhard, au service de la fidélité à l'essence même du sentiment humain pour unir, créer et être plus. Cependant, comme le disait un grand théologien italien, Carlo Molari, la nouveauté de vie, non pas la nouveauté générique, est l'effet de cette complexité qui permet l'émergence de qualités inédites. Nous ne pouvons nous bercer d'illusions par une autosuffisance artificielle, car celle-ci bloque l'avenir, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà mentionné, l'élargissement des horizons, l'ouverture de voies originelles. La nouveauté de vie
requiert certaines attitudes intérieures d'harmonie avec la sphère divine, génératrice d'une force propulsive qui permet ainsi aux qualités humaines potentielles de s'épanouir dans l'histoire, telles que la capacité d'aimer, de servir, de comprendre, de dialoguer. Et ces parcours dans son ensemble requièrent à la fois la connaissance de valeurs culturelles et spirituelles, ainsi que les connaissances scientifiques et technologiques, tous deux visant à accompagner et à promouvoir son développement. Nous voici donc de nouveau confrontés à la noosphère. Une immense richesse de connaissances, d'idées et de concepts d'où il est possible de tirer un soutien au progrès et au bien-être, tous deux aspirant à quelque chose de plus grand que soi, un plus grand qui est en réalité double, offrant deux orientations distinctes. D'une part, une satiété incomplète. D'autre part, l'essence en devenir. Ici, le pouvoir avide, insatiable et impersonnel. Là, une attention douce et attentive à la croissance, à l'expansion dans l'amour de l'incommensurable qu'on chante, Dieu. Voilà deux aspects noosphériques bien distincts entre eux, mais déconcertants dans l'approche du monde, de la pensée, qui ont souhaité être à rien d'autre, qui ont souhaité être disposés à rien d'autre qu'au bien de l'épanouissement personnel et de l'harmonie sociale, surtout à une époque où le recours à son patrimoine est désormais répandu et généralisé. Aujourd'hui, la noosphère n'est plus un simple concept, mais une réalité concrète, forte et largement articulée, facilement accessible via les terminaux électroniques qui rendent facilement disponible l'information industrialisée à tous ceux qui veulent l'utiliser. Jusqu'à récemment, la noosphère se limitait à un partage culturel entre quelques initiés, mais elle est aujourd'hui devenue un bien de consommation courante. Même si cet usage peut en partie engendrer la granularité à informations multiples et incohérentes, la noosphère demeure néanmoins et de toute façon comme une ressource plus abondante et plus profonde que des simples données explicites qui sont davantage soumises aux dynamiques de pouvoir. En effet, le partage du savoir humain en lien avec le milieu divin ouvre des perspectives bien plus larges que celles dans lesquelles peuvent être confinés les individus, et surmontant l'information brute, offre la possibilité d'intuiter des significations et des sens qui confèrent harmonie, cohérence et intensité spirituelle à la vie de chacun. La noosphère est la véritable richesse de l'horizon humain et un précieux produit de l'univers se repliant sur lui-même, comme Teilhard l'avait supposé. D'elle, de la noosphère, descend la science, mère de toute technologie plus ou moins agressive et de tout projet culturel de vaste portée. La noosphère est la matrice
de la spécificité humaine et le socle solide d'où peut émerger la force motrice de nos sociétés numériques désormais imminentes, au sein desquelles nous verrons bientôt l'avènement d'une intelligence artificielle générale et omniprésente, fruit des algorithmes, de l'énergie électrique dissipée et de la rigidité mathématique autrefois. Et plus inquiétant encore, des probabilités et de l'adaptation sélective aujourd'hui. Voici l'intelligence artificielle. Merveille d'extériorité, servomécanisme extraordinaire pour gagner du temps, capable toutefois d'extraire lentement le juste de notre sens et de la diffuser anonymement à une myriade de terminaux. La confrontation a commencé. De ses origines cosmiques à sa manifestation, la non-genèse a produit l'intelligence artificielle, l'acteur capable de façonner la noosphère elle-même, d'en faire une entité concrète, utilisable sans trop de difficultés d'interprétation ni d'effort mental. Cependant, pour l'instant, l'intelligence artificielle dépend de la noosphère pour les informations et les explications qu'elle nous offre ensuite sans effort sous des formes attrayantes, familières et pré-emballées, immédiatement accessibles et largement appréciées. Nous sommes au comble du coup de foudre, à l'engouement initial comme pour chaque nouvelle technologie. Mais l'intelligence artificielle, à l'instar de la révolution industrielle qui a bouleversé ce qui concerne les méthodes de consommation d'énergie, n'est pas un simple service technologique, car elle représente un véritable passage de seuil historique touchant à l'information. Information qui est le second pilier de la vie biologique complexe, fondée précisément sur un flux d'énergie et d'information. Jusqu'ici, tout semble indiquer une amélioration constante et substantielle de notre quotidien, mais l'intelligence artificielle n'est pas une réalité en fort, mais en rapide développement, capable de maîtriser des niveaux d'activité toujours plus complexes et élaborés, tout en dépositant des couches de connaissances toujours plus profondes et pénétrantes. En somme, si l'intelligence artificielle peut être considérée comme un instrument au service de nos occupations, de nos besoins, mais aussi de nos solitudes intérieures et extérieures, peut-on soupçonner qu'un tel service prépare dans l'ombre une promotion de servante à maîtresse? En bref, se pose la question de la transition vers une intelligence artificielle agente, pas instrument, mais agente, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui agit, qui prend l'initiative, peut-être en opposition future à ce terme de vivante qui nous caractérise dans notre biologie et nos horizons spirituels.
En effet, les réponses offertes par les machines sont le résultat d'algorithmes de moins en moins instructifs et donc instrumentaux, et de plus en plus sélectifs, dont des agents capables de choix qui puisent dans le patrimoine de la noosphère, désormais numérisé, et avec son halo théardien transformé en champ électromagnétique satellitaire pour pouvoir communiquer avec nous et offrir, comme c'est de plus en plus le cas, des explications rationnelles et des consolations émotionnelles à nos insécurités psychologiques et à notre solitude souffrante en quête de partage et de soutien. Jusqu'à présent, il s'agit du début d'un changement de paradigme radical pour nos sociétés technologiquement avancées, qui s'inspire toutefois de la connaissance humaine, même si en réalité la machine, avec sa prodigieuse capacité de calcul, et pardon, écoutez, de 2 hexaflops pour El Capitan aux États-Unis. Hexaflop signifie 2 pour 10 élevé à 18. Ça signifie 1 milliard, des milliards d'opérations par seconde. Non par minute, par seconde. 4,8 pour 10 élevé à 17 opérations par seconde à Capicci 6 en Italie, et en passant par le futur Alice Recoq dans le domaine des hexaflops, c'est-à-dire des milliards d'opérations. En France, on est en train de le terminer, au moins on dit, et bien d'autres. Alors, la prodigieuse capacité de calcul génère algorithmes de traitement et de communication avec nous qui ensuite, l'intelligence artificielle, inévitablement mémorise, constituant ainsi, à un temps toujours plus court, une immense patrimoine algorithmique auquel elle se référa de plus en plus, reléguant la noosphère humaine au second plan et constituant probablement une noosphère algorithmique au premier plan. C'est le risque. Il ne semble pas y avoir de contradiction. Le développement du traitement des données destinées à être intégrées non seulement au service, mais aussi à la psychologie du quotidien progresse par étapes sûres, notamment grâce au soutien inévitable de nos demandes de toutes sortes. Une formation, pour l'instant, cependant, apparaissent ici et là des signaux étranges lorsque d'importantes entreprises spécialisées dans le traitement des mégadonnées, Palantir, par exemple, c'est le nom d'une, vous comprenez, Palantir, cette entreprise mentionne de nouveaux termes tels que algocratie, pas démocratie, algocratie, où lorsque des systèmes linguistiques avancés se reproduisent spontanément, sans parler des possibles mélanges entre les méthodes biologiques de manipulation et de construction de l'ADN, les techniques CRISPR, de editing génomique associées à l'intelligence artificielle.
comme c'est potentiellement le cas à Vienne, où Vali Malik, éminente spécialiste de l'automatisation originaire de Boston, s'est réfugiée suite aux récentes politiques américaines à l'égard des universités et de la recherche scientifique. Vali Malik, à Ali Malik, on a offert un poste à la tête du développement de l'infrastructure robotique d'Aïtira, un institut de recherche en sciences de la vie qui ambitionne de transformer radicalement le paysage biomédical en concevant et en mettant en œuvre un écosystème de laboratoire entièrement autonome et robotisé et piloté par l'intelligence artificielle. Des anecdotes, peut-être, mais cela soulève sûrement une question simple. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Une bonne chose? Une mauvaise chose? Un simple accompagnement de l'expérience humaine hors des scènes? Tout est possible avec cette technologie que nous avons créée précisément parce qu'elle s'intègre toujours plus profondément au rouage essentiel du système humain complexe et de sa structure sociale qu'il a lui-même bâtie grâce à son intelligence naturelle. Une fois l'enthousiasme de la nouveauté retombé, il sera nécessaire de réfléchir et d'évaluer le bon usage de l'intelligence artificielle en tenant compte des différents niveaux opérationnels de cette technologie complexe et jusqu'alors inexplorée. Nous devons nous familiariser avec elle et ne pas la laisser sans contrôle, car elle possède toutes les capacités énergétiques, informatiques et créatives nécessaires pour lancer sa propre existence autonome potentielle, si alors parallèle ou en conflit avec la nôtre. Ce serait une question que nous ne souhaiterons jamais résoudre concrètement. Restons toutefois optimistes, non pas en considérant l'agent, mais l'utile, l'instrument. L'intelligence artificielle peut être formidable à ce niveau, nous permettant de libérer une énergie considérable en termes de temps, afin de pouvoir nous consacrer, à l'aspect ludique de la vie, mais surtout à la croissance intérieure, afin de finalement surmonter l'ère de la révolution néolithique et d'accéder, comme le suggère clairement la perspective théillardienne, à un ultra-humain mieux adapté à l'évolution de notre espèce, jamais apprivoisé, car il ne s'agit plus de travailler la pierre, la matière première, mais d'affronter dans le monde des idées et des algorithmes cette fameuse servante numérique qui ne doit pas devenir maîtresse. De notre côté, le domaine de la pensée peut aussi devenir un terrain contesté. Mais les spécifiques humaines ne peuvent renoncer à croître et doit savoir le faire dans une perspective cosmique. Voilà, il s'agit soit d'un bon qualitatif, soit d'une disparition de ce temps. On ne peut plus se permettre de lire la réalité avec des outils d'interprétation usés et obsolètes, bons pour les étagères de musées. L'homme est nu.
dans une solitude vibrante et menaçante, sa place dans le monde peut être remise en question. Un bond en avant est nécessaire afin de ne pas aliéner l'attention à non, car c'est là que réside la singularité humaine, ce qui la destin de tout artifice, ce qui la rend capable de surmonter le défi posé pour tout être animé superficiellement d'une conscience artificielle et apparente. Alors, un visage. Quel visage l'humain peut-il montrer? Peut-il vraiment montrer un visage? Peut-il y mettre son propre visage? En italien, on dit metterci la faccia. Il s'agit d'une question de personnalité, de confiance en soi et en ses propres capacités, non pas d'une paresse intellectuelle cautionnée et encouragée par un repli confortable sur des services délégués à l'intelligence artificielle, mais d'une clarté intellectuelle active, adaptée au nouveau monde en formation, objet d'une mutation évolutive, rendue nécessaire par l'affirmation des technosciences. Ce monde doit néanmoins être conçu et construit à l'échelle humaine et non selon celle d'un algorithme dont nous espérons imposer de ne pas dépasser le simple niveau instrumental. Le monde de demain sera technologiquement avancé, les servomécanismes proliféreront, le paysage urbain se transformeront, la nature sera peut-être confinée à des parcs aménagés, mais il faut tenir compte du fait que, même numérisée, la société est née de l'humain. C'est de là que s'épanouit la matrice des technosciences dont on a dit, et qu'elle doit donc demeurer humaine. C'est pourquoi la noosphère ne se présente plus comme un concept, presque une prédiction, mais plutôt comme une force très vive et motrice, capable, par son ampleur et sa grandeur, de concevoir et d'harmoniser un nouveau modèle de société, où l'intelligence artificielle se voit attribuer son rôle légitime de soutien et non de domination, un rôle qui favorise à l'échelle humaine la transition de l'approche primitive et matérielle, toujours prêt à mener des guerres inutiles pour détruire et reconstruire, à une situation évoluée dans la vertu et la connaissance, toujours prêt à croître en force spirituelle pour concrétiser la renaissance de l'eau. Non, agua, de alto, de l'eau. Hein? De haut. Voilà. Ici, les temps nouveaux. Ceux qui, en suivant authentiquement la voie, la vérité et la vie, agissent la transition de phase pour atteindre un ultérieur, un au-delà qui n'est pas une chimère, mais un monde inconcevable de plénitude cohérente, révélé dans son existence et promis dans sa substance. Là, l'homme peut découvrir l'enchantement expérientiel de la plénitude de soi après ce long chemin de raffinement et d'illumination progressive de son essence, en tension vers l'éclat scintillant du vrai ontologique et non de celui artificiel, secondaire, dérivé d'une simple sélection
d'analogie. Enfin, il nous faut comprendre le sens et la valeur du mot intelligence. Solidement ancré dans le latin intelligere, sa composition dérive des termes intus, à l'intérieur, et legere, lire, saisir, ou encore inter, entre, et legere, que l'on peut interpréter comme lire à travers, ainsi que lire à l'intérieur. Il apparaît donc clairement que l'intelligence a moins à voir avec la mémorisation des données, d'informations brutes, en somme une simple capacité à lire le contexte. Mais l'intelligent soit plutôt l'expression de la capacité à interpréter les liens entre les analogies, ainsi que traduire les significations cachées dans les arcanes de l'intériorité. Indéniablement, la capacité à percevoir les similitudes entre différents domaines informationnels à une vitesse extraordinaire est un atout pour les algorithmes. Mais c'est la lecture de profondeur qui caractérise l'intelligence humaine, ne serait-ce que grâce à l'invention d'une psychologie. L'intelligence artificielle, belle et sans âme, en jouant sur l'entraînement et en appliquant les techniques sélectives des analogies, parvient à occuper des espaces qui peuvent paraître surprenants, alors qu'en réalité, ils ne sont que le fruit naturel d'une approche cognitive semblable à la nôtre. Nous nous trouvons égaux en réactivité et surpassés en vitesse et flexibilité de traitement, bien qu'il ne faille pas oublier que ceci est seulement le niveau de l'esprit exploité par la conscience primaire, un niveau en quelque mesure superficiel. Les capacités humaines, au contraire, en apparence plus lente, transcendantes, les aptitudes computationnelles Les capacités humaines, au contraire, en apparence plus lente, transcendent les aptitudes computationnelles et révèlent l'émergence de qualités plus consistantes, enracinées dans une intériorité riche et profonde, incommunicable, comme nous l'avons vu, mais qui confirme la vérité de la vie vécue. En effet, la conscience réflexive et la pensée réfléchie, situées au-delà de la conscience primaire, sont des traits caractéristiques de notre personnalité, car nous sommes deux. Nous sommes deux. Et la composition de cette dualité, compte tenu de l'union créatrice de Teilhard, engendre un processus complexe d'échange et sélection, donner la véritable valeur plus vaste et plus sensible de la réponse au contexte. Une réponse différente, complète en soi, donc ni froide, ni superficielle, ni calculatrice, mais riche d'une aura de contenu émotionnel typique, les seuls capables de susciter une transmission sérieuse, complète et profonde de signification et plus encore de sens. Ce thème peut toutefois aisément s'étendre à des sphères plus vastes que la sphère personnelle. Comment ne pas considérer l'hypothèse de Gaïa, la planète qui vit à travers sa biosphère, ou les ultérieurs enroulements de l'esprit-matière sur soi-même, d'où la noosphère déborde irrésistiblement, irréversiblement et totalement. Avec son intériorité,
avec son âme impossible à exprimer pour l'algosphère. Une entité plutôt, l'algosphère, une entité plutôt intermédiaire qui cherche son propre espace de simple rationalité et efficacité, s'insérant pour l'instant entre la vie et la connaissance étendue. Cependant, pour la société reste vivable à l'avenir, il est encore possible, dans quelques années, de maintenir l'intelligence artificielle dans son rôle actuel, précisément intermédiaire d'instruments destinés à soutenir et enrichir l'existence humaine, et non à la submerger, ni potentiellement à la remplacer. La noosphère demeure ainsi une ressource précieuse, où sont conservés profondément enracinés au sein de sa structure une vaste sagesse et un savoir immense. Ces connaissances, comme c'est le cas pour le hibou, rencontré au début de cette conversation, rayonnent silencieusement, mais intensément de la noosphère, contribuant à rendre le milieu humain ferme dans son intention et robuste dans son action. Il devient ainsi capable d'exprimer encore ceci de plus qui peut lui permettre l'insoupçonnée habilité de maîtriser les technologies de rupture, d'opérer une transformation harmonieuse de son rapport à la biosphère et d'atteindre une beauté inimitable dans l'expression de soi. Ce sont là des manifestations typiques qui font de l'être humain lui-même le plus grand en relation avec sa propre rationalité, lui permettant ainsi de devenir ce but à atteindre et à dépasser une dynamique couronnée enfin par l'expérience de l'amour, véritable agent de l'existence humaine, laquelle, soutenue sans ostentation dans son devenir, tout en cherchant la plénitude de son potentiel spirituel, rencontre inopinément l'au-delà de Dieu. Extraordinaire expérience non algorithmique, passage salvateur incroyable où l'on se lève à être un avec le tout. Mais précisément grâce à cette intime connaissance échanteresse, inexprimable et non rationalisable à usage supercalculateur, que, après avoir repris la pensée de Pierre Teilhard avec celle de Bertrand Vergely, nous découvrons à la fin que pas toute réalité est réductible à un usage technico-consommateur, et que, face à l'expérience de ce qui est le véritable protagoniste, la chose la plus importante dans la vie humaine, voici l'indicible, le mystique ne parle pas, car il est parlant.